Commence. Oui, j'ai décidé de changer le titre et même à ça, j'ai de la difficulté à rentrer dans le 20 minutes. Donc, je vais faire de mon mieux pour synthétiser le plus possible. Alors, les objectifs de la présentation sont de comprendre les éléments clés euh, dans la gestion excusez, je fais deux choses à la fois là. Bon, dans la gestion du risque de la crise suicidaire aiguë et de connaître les interventions pertinentes lors de la présence de comportements suicidaires chez l'usager. Dans le contexte théorique, je suis allée avec ce que j'utilise en thérapie comportementale dialectique, qui est tiré du protocole d'évaluation et de gestion du risque suicidaire de l'INAHAN, mais c'est quand même toutes des composantes qu'on retrouve dans les bonnes pratiques, peu importe le contexte théorique. D'ailleurs, ce que je vais vous nommer comme contexte clinique pour mieux cibler la présentation, c'est quand on a des appels ou des contacts avec un usager en dehors des séances individuelles habituelles, ce qu'on appelle les consultations entre les séances. Donc, la fonction de ces consultations-là est d'assurer la généralisation des comportements adéquats dans l'environnement de l'usager, comme objectif, évidemment, d'éviter un geste menaçant la vie. Et quand je parle de geste menaçant la vie, je peux aussi bien nommer un geste suicidaire qu'un geste d'automutilation. Est-ce que vous voyez en plein écran ou vous le voyez? J'ai l'impression On que vous le le voyez. voit, non, on Ben le voit oui. pas en plein écran, mais on voit quand même bien tes slides, là, Bon, mais on est OK. encore sur ta slide d'introduction. Bon, on est rendu à contexte clinique, là? C'est parce qu'on dirait que je vois Hmm. d'autres choses. Non, hein? Ouais, non, on est encore dans la gestion de la crise suicidaire. Camille, est-ce que tu voudrais partager pour Hélène puis lui donner le contrôle, s'il vous plaît? Regarde, je te donne le contrôle, Camille, ça marche-tu? Non? OK, je vais Ce arrêter le sera, partage. Camille, vas-y. Excusez, là. il n'y a pas de Moi, je t'ai problème, rendu à la Hélène. troisième diapo. Il n'y a pas de problème. Ce sont des petits problèmes techniques qui peuvent arriver. Donc, Ouais. OK, fait que j'étais rendue au contexte clinique. OK, Il me semble là, on qu'il est dans. Là, c'est Camille qui partage son écran. Donc, si tu veux avancer, Camille, jusqu'à la diapo contexte clinique. Oui, je viens de donner en fait le contrôle à Hélène. Donc, Hélène, tu peux Ah, changer les diapos à ton choix. puis là, je Donc, fais ça. simplement cliquer sur la. Ouais. Ah, OK. Oh, Voilà, ça yeah. fonctionne. OK, parfait. Merci. On y arrive. Donc, contexte théorique, Et on l'a. Contexte clinique, c'est ce que j'étais en train de vous parler. Donc, un appel d'un usager ou un contact d'un usager en dehors des séances individuelles. Fait qu'au préalable, qu'est-ce qu'on fait? En fait, au préalable, c'est sûr qu'il faut s'assurer, puis on ne discutera pas aujourd'hui là, comme tel de l'évaluation du dépistage du risque suicidaire. On doit faire ça, hein. Vous le savez, avec votre clientèle à risque, on doit régulièrement, consciencieusement faire l'évaluation, ou tout le moins un dépistage du risque suicidaire. Actuellement, dans le réseau, il y a la formation de 3 jours là, de l'Association québécoise de prévention du suicide qui se donne, c'est intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide de bonnes pratiques. Fait que les éléments qu'on va voir aujourd'hui sont quand même concordants avec ce qu'on voit dans cette formation-là. Euh, Puis là, par rapport aux consultations, au contact entre les rencontres, on doit voir est-ce que ça convient à notre contexte, puis on doit établir clairement avec l'usager comment faire une demande d'aide. Est-ce qu'on veut qu'il fasse une demande d'aide entre les rencontres? Puis, si on veut, si pour nous, ça nous convient dans notre contexte clinique, euh, est-ce qu'on veut que ça soit par courriel? Est-ce qu'on veut que ça soit par téléphone? À quel moment? Dans quelle limite de jours et d'heures? Est-ce que c'est pendant nos heures de travail uniquement? Est-ce qu'il y a un système qui fait qu'on va prendre nos courriels à l'extérieur des heures de travail? Bien, tout ça selon les limites de votre milieu, évidemment, et selon vos règles. Mais il faut que ça soit clair avec l'usager, qu'est-ce que vous convenez. Aussi, que ça soit clair que vous n'êtes pas un service de crise, à moins que vous travailliez là, vraiment dans un service de crise, et que si vous voyez des usagers toute la journée, vous ne pouvez pas répondre immédiatement à son appel. Et si la personne ne peut pas
se contenir. Elle doit faire affaire avec d'autres ressources de crise qui sont là. On veut aussi s'assurer que l'usager nous envoie un message du type je veux me tuer, puis qu'après ça, on ne soit plus capable de le rejoindre. On ne veut pas ça. Alors, on va clairement parler de ça avec lui. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment tu peux t'engager que si tu m'écris ou si tu m'appelles, que tu sois rejoignable pour qu'on puisse faire une consultation qui soit efficace? Puis, effectivement, s'il appelle un vendredi puis qu'il n'y a pas de réponse, un vendredi après-midi qu'il n'y a pas de réponse, bien, ça se peut que je sois partie du travail puis que je ne puisse pas te rejoindre avant le lundi matin. Et je ne veux pas avoir un appel de cet ordre-là le lundi matin puis être dans tous mes états, pas savoir ce qui s'est passé pour toi durant la fin de semaine parce que je n'ai pas pu t'aider à ce moment-là. Donc, on met les règles très claires au départ. C'est comme ça que nos consultations entre les séances vont être le plus efficaces. On veut vraiment définir qu'est-ce qu'on veut faire avec ces rencontres-là. Donc, par exemple, ça c'est à titre d'exemple, en TCD, comment on fait ça? Les consultations entre les séances ne sont pas seulement utilisées pour les crises suicidaires, sont utilisées aussi pour partager un bon coup ou pour débloquer dans l'utilisation de comportements efficaces ou des fois pour réparer la relation thérapeutique. Fait que si l'usager part, puis il y a quelque chose qui lui est pas convenu dans la rencontre, puis qui dit « Ah, je suis sûr que mon thérapeute m'aime plus », bien, il peut nous contacter pour réparer la relation, pas attendre la prochaine rencontre. Aujourd'hui, on va parler quand il s'agit de contact en cas de crise. Fait qu'on dit qu'on doit, on s'entend avec l'usager qui veut recevoir de l'aide. Il s'engage à recevoir de l'aide lorsqu'il contacte son intervenant. Il s'engage à rester en ligne avec le thérapeute pour toute la durée de l'appel. Fait qu'on ne veut pas qu'il raccroche puis qu'on ne sache pas comment le rejoindre, comment terminer la consultation. On ne veut pas qu'il ait fait un geste menaçant la vie. Fait que si le geste a déjà été fait, on va rapidement évaluer la gravité du geste. Est-ce qu'il a besoin de soins immédiats? Est-ce qu'il est en sécurité? Est-ce qu'il a l'intention de faire autre chose? Et on va expliquer que la consultation n'est pas efficace à ce moment-là parce qu'il a déjà fait un geste pour soulager sa détresse, un geste qui n'était pas efficace. Et on va le référer au service d'urgence, de crise, appeler le 911 au besoin. Donc, on va s'assurer de sa sécurité. Fait que l'idée de ça, c'est qu'on ne veut pas renforcer l'aide après que le geste soit fait, mais on veut apprendre à l'usager qu'il doit demander de l'aide pour éviter les gestes, qu'il doit demander l'aide avant. L'idée, c'est qu'on ne veut pas donner plus d'attention, on ne veut pas que la personne ait comme le réflexe de faire des gestes menaçant sa vie, puis après reçoive l'attention. On veut qu'il apprenne autrement, qu'il peut avoir de l'aide avant de faire des gestes. Et on va s'assurer d'en rediscuter à la prochaine rencontre pour éviter que ça se reproduise si jamais ça a été le cas à ce moment-là. Donc, nos interventions, allons-y. Se centrer sur le présent. Quel est le problème actuel? Donc, on va oser demander, as-tu envie de te tuer? C'est important rapidement dans l'appel de demander. S'il me dit non, c'est pas pour ça que je t'appelle, ah, tant mieux. OK. S'il nous dit oui, j'ai envie de me tuer, ben, dans les deux cas, on va lui dire ben, merci de m'avoir contacté. Tu fais bien de chercher de l'aide plutôt que de faire des gestes nuisibles. Puis, aussi rapidement, on va demander où es-tu? On veut s'assurer de pouvoir intervenir si on a besoin d'envoyer un service d'urgence, par exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un près de toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? On veut voir c'est quoi l'environnement qui pourrait être aidant pour gérer cette crise-là. Et as-tu pris quelque chose ou as-tu déjà fait quelque chose? Donc, il est important de savoir l'état actuel de la personne parce que si la personne est dans un état de consommation avancé, qu'elle est incapable de poursuivre une interaction avec nous parce qu'elle est trop dans un état de consommation avancé, bien, l'intervention ne sera pas efficace. C'est qu'on va l'expliquer comme ça, puis on va s'assurer de voir quel autre service va être pertinent à ce moment-là. Et bon, encore pour se centrer sur le moment présent, on va voir qu'est-ce qui a précipité la crise actuelle. On va se centrer sur les raisons actuelles de la crise, seulement là, la crise de ce jour-ci. C'est quoi qui fait que c'est
aujourd'hui que tu as envie de te tuer ou de t'automutiler, puis hier, là, quand on s'est vu, c'était beaucoup moins présent. Fait que est-ce qu'il y a des éléments nouveaux? Qu'est-ce qui a déclenché cette crise-là au moment présent? Puis, on va aussi regarder les facteurs de risque imminent. Fait que là, c'est là qu'on va se référer de ce qu'on connaît déjà du patient. C'est pour ça que c'est important d'avoir fait notre évaluation avant. Fait que qu'est-ce qu'on connaît de l'usager? C'est quoi les risques qui sont là habituellement? Fait qu'on peut le questionner là-dessus. Certains de ces facteurs de risque-là peuvent être, par exemple, un désespoir envahissant, des hallucinations qui vont lui commander de se suicider, une consommation accrue, euh, une planification du geste là, qui est dans les derniers jours, dans les dernières heures, ou avoir des moyens létaux en sa possession. On va aussi regarder c'est quoi les facteurs de protection imminents. Euh, donc, encore là, de ce qu'on connaît du patient, je sais que tu m'as déjà dit que tu ne voudrais pas faire ça, là, tu ne voudrais pas abandonner tes enfants, tu ne veux pas faire ça à ton proche, à ton parent, euh, ou il y a peut-être au niveau social, il y a des personnes que tu ne veux pas laisser tomber. Aussi, ça peut être dans les croyances, la croyance que le suicide est immoral, ou la peur de la mort, la peur de la désapprobation sociale. euh, ou aussi avoir un espoir face à l'avenir. Donc, ça serait des facteurs de protection qui pourraient nous aider à ce moment-ci, fait qu'on essaie de les soulever. Et on va résoudre le problème actuel. Encore une fois, la consultation, ce n'est pas un espace de thérapie supplémentaire, ce n'est pas une séance de thérapie supplémentaire. Fait que quand la personne a tendance à vouloir diverger, à vouloir régler tout le problème, ben on va dire, on va parler de ça à notre prochaine rencontre. Par exemple, on va trouver comment tu vas retourner au travail sans avoir peur de perdre la face. On va en reparler à notre prochaine rencontre. Là, ce n'est pas le moment de résoudre le conflit avec telle personne. On va juste s'assurer que tu survives à la crise. Fait qu'on le ramène comme ça. Fait qu'on se sente ce qui se résout dans l'immédiat, comment pas agir avec un geste nuisible, comment passer à travers la crise sans l'empirer. Puis, évidemment, on affirme catégoriquement de ne pas se suicider. C'est à ce moment-ci dans nos interventions qu'on est le plus directif, le plus actif, le plus confiant dans nos interventions. Fait que le suicide, c'est pas une option efficace. Puis on va remettre en cause les croyances. Je sais que tu crois que tu vas être libéré ou que ta famille va être libérée, mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Moi, j'ai beaucoup de faits qui me disent que c'est pas le cas. Donc, on essaye de remettre ça en question et on va générer de l'espoir. On ramène à ses buts de vie, ses raisons de vivre, avoir de l'espoir face à son engagement dans le suivi actuel. Laisse-nous du temps pour qu'on travaille ensemble à bâtir sur tes buts de vie. Et, tu sais, des fois, je vais même aller jusqu'à faire une intervention irrévérencieuse. Je vais dire, je sais que je suis une excellente thérapeute, mais je suis pourrie avec les morts. Je suis incapable de faire des interventions avec une personne qui est morte. Fait que je te demande de rester en vie pour nous donner la chance de travailler ensemble. Puis souvent, c'est irrévérencieux, mais souvent, c'est un petit déclic qui va les faire un peu changer d'état d'esprit, puis rester avec moi pour travailler sur le problème actuel. Ensuite, on va offrir aussi des conseils et des solutions concrètes qui mettent en action ces compétences. Donc, on va prendre le temps vraiment pour trouver des solutions immédiates, concrètes, des choses qui est à sa portée. Par exemple, peux-tu texter un ami avec moi là, pendant que tu es avec moi, qui va passer la soirée avec toi, est-ce que tu pourrais écouter ton film préféré qui va te changer les idées, te mettre dans d'autres émotions? Fait qu'on l'amène à faire des choses qui vont être à sa portée dans l'immédiat. Et on va renforcer aussi les actions antérieures efficaces. On va lui rappeler ce qu'il a fait qui a déjà aidé. Tu sais, je me rappelle d'une usagère que j'avais, elle avait arrêté de consommer des drogues dures par elle-même, sans aucune aide. Puis ça, je lui ramenais souvent. J'ai dit, si tu as été capable de faire ça par toi-même, prends ces compétences-là, là, puis là, on va les utiliser maintenant pour que tu sois capable de passer à travers cette crise actuelle-là. Tu as déjà été capable dans le passé. On va
Porter attention à l'émotion actuelle. Fait que souvent, on va se faire prendre dans nos interventions à s'obstiner sur les cognitions de la personne, puis tu sais, il vient comme un genre de polarisation dans les cognitions. Ben là, on va essayer plutôt de se centrer sur l'émotion, tu sais. Fait que on va valider la peine, on va valider la souffrance actuelle, puis tu sais, nommer là, que c'est légitime de vivre une telle souffrance étant donné la situation actuelle qu'ils vivent. Fait qu'on va beaucoup valider la personne, l'apaiser le plus possible au fur et à mesure des interventions. Euh, j'ai l'impression que je rush tellement, mais je veux tout vous dire en 20 minutes. On va enseigner des techniques rapides de régulation des émotions. Fait que, par exemple, peux-tu t'éloigner de la personne qui te met en colère pour ne pas rester activé? Essayons de voir comment tu peux agir à l'opposé de ton désir de t'isoler parce que tu es triste, puis plutôt agir à l'opposé, puis contacter des personnes qui vont te soutenir, qui vont être là près de toi pour passer cette crise-là. Fait que ça, c'est comme on pointe des choses qu'on sait qui peut aider la personne immédiatement, puis se concentrer sur les compétences de tolérance à la détresse. Fait que c'est le moment de les faire. Fait qu'on va faire avec la personne, par exemple, des respirations profondes. On va le pratiquer avec elle, l'amener à prendre un bol d'eau froide pour activer le, le, voyons, le réflexe de survie en eau froide pour calmer tout le système. Fait qu'on lui demande de le faire en même temps que nous. Donc, on essaye ces stratégies-là, puis on les pratique avec la personne. Puis, on va aussi demander c'est quoi les autres stratégies de tolérance à la détresse, comme qu'est-ce qui va t'aider à te distraire, à améliorer le moment, le temps que la crise passe. Et on va trouver ces stratégies-là ensemble pour bâtir le plan d'intervention. Évidemment, réduire les facteurs environnementaux présentant un risque élevé. Se départir des moyens létaux. Puis là, on va trouver des moyens créatifs de le faire. Donc, change de pièce pour ne pas rester en face de ton pot de médicaments parce que c'est ça que tu veux prendre. Prends, tu sais, j'avais quelqu'un qui avait un super canif qui s'était acheté pour faire de la survie, puis c'était vraiment quelque chose qu'elle aimait beaucoup, là, faire des randonnées, faire de la survie, fait qu'elle voulait pas se départir de son canif. Mais là, je dis, en ce moment, ton canif, là, il est pas pour faire de la survie en forêt. Il est là pour te détruire. Fait que je savais qu'elle venait de déménager, puis qu'elle avait du tape de déménagement, là. Fait que je dis, là, ce que tu vas faire, là, tu vas entourer ton canif de plein de couches de tape. Fais-le avec moi, là. Fait que là, il est inutilisable en ce moment. Puis le temps que tu défasses tout ce tape-là, si jamais la crise reprend, ça va te donner un délai pour être capable de faire autre chose. Fait qu'on trouve toutes sortes de moyens créatifs. Faire appel à l'entourage. Peux-tu donner ton moyen à un ami, à quelqu'un de ta famille? Dis-lui de ne pas te poser de questions, mais que tu ne veux pas y avoir accès. Fait qu'on veut créer une distance avec le moyen létal. S'éloigner des modèles suicidaires, ben, éviter, là, s'il y a eu, par exemple, quelqu'un dans les médias sociaux là, qui s'est suicidé, puis que la personne croit qu'elle est vraiment libérée, tout ça. Fait qu'éviter les contacts avec ça, défaire ces croyances-là que la personne s'est libérée. Non, c'est pas ça, là. Et laisser aller ces pensées-là, se ramener à autre chose. Éviter les réseaux sociaux, si c'est dans les réseaux sociaux que ces modèles-là, ou certains réseaux sociaux qui font, qui ramènent ces modèles suicidaires-là qui sont erronés. Augmenter le soutien social, fait que ça, c'est un point important. Fait que qui peux-tu rejoindre maintenant qui pourrait t'accompagner dans les prochaines heures? Quelle demande tu vas lui faire pour que sa présence soit aidante? Diminuer les exigences élevées. Tu vis une souffrance, sois bienveillante envers toi-même, puis laisse aller les exigences élevées. Fais l'essentiel, là. On veut juste que tu passes à travers la crise. Diminuer les événements stressants. Fait que s'il y a une conversation difficile à avoir, ben dis à la personne, en ce moment, je ne suis pas disponible pour ça, mais inquiète-toi pas pour moi, là. Merci de t'inquiéter pour moi, mais là, j'ai mon intervenant qui s'occupe de faire un plan avec moi. Je t'en reparlerai quand je serai mieux. Fait que, tu sais, d'être capable que la personne nomme ces choses-là pour s'éloigner des événements stressants dans l'immédiat. Et réduire les facteurs comportementaux à risque, donc mettre en action des comportements adéquats, comme tous les exemples que je viens de vous donner, de bloquer immédiatement la réaction inadéquate. Fait que si la personne recommence à parler de ce qui l'a mis en colère, ce qui l'a mis en détresse,
OK, je vois que ça réaugmente ta détresse. On se ramène, on reste sur notre plan d'action, on reste sur ce qui est efficace. Aborder la fonction de l'idéation actuelle, suicidaire actuelle. Donc, de dire que actuellement, là, je comprends que tu as des raisons là, qui font que tu es en détresse, mais là, on va essayer de juste survivre la crise et on parlera de ce qu'on peut parler à moyen et à long terme qui va régler cette situation-là. Ce qu'on veut faire, évidemment, c'est obtenir un engagement à suivre un plan d'action et donc, plan d'action très concret, vendre le plan d'action précis, demander beaucoup pour accepter un peu moins. Fait qu'on peut avoir plein de stratégies pour que la personne en utilise seulement quelques-unes. Rappeler les fois qu'il l'a déjà fait avec nous. Souligner la liberté de choisir l'absence de choix, c'est-à-dire savoir qu'il peut rester misérable comme ça, mais que l'idéal, ça serait qu'il soit capable de survivre à la crise pour être capable d'aller mieux après et prévoir des solutions aux obstacles potentiels. Fait qu'on veut déterminer les obstacles qui vont venir, qui vont interférer avec le plan d'action, trouver des solutions à ces obstacles-là, puis bâtir un nouveau plan révisé aux besoins. Puis si on n'oublie pas de le faire, ça va être super important pour aider le patient à faire face aux prochaines heures et anticiper la récurrence de la crise. Donc, avoir un plan auxiliaire en cas de crise, puis évidemment, à la fin de l'intervention, on réévalue le risque suicidaire, on prévoit les autres interventions à faire à court terme, fait que on va fixer notre prochain rendez-vous, soit un rendez-vous téléphonique, soit la prochaine séance individuelle. Si on a besoin de consulter des tiers, les restants de notre équipe, des lignes de crise, se mettre en lien puis de rester disponible avec ces personnes-là pour s'assurer que la crise est contenue jusqu'à temps qu'on revoie la personne. Et voilà, je finis par respirer. Je comprends que c'est un sujet difficile, mais tellement important. Je vous invite à prendre les points que je vous ai nommés, à le pratiquer avec vos collègues pour prendre de l'aisance dans des situations qui peuvent se présenter, qui sont comme réalistes avec votre milieu clinique. Puis le plus on se pratique, le plus on devient confiant et efficace, puis le plus on aide nos usagers à rester en vie, puis à s'amener près de leur but d'une vie digne d'être vécue. Merci, Hélène. Donc, on s'est rendu à la portion de questions et échanges. Donc, d'actualité, hein, c'est pas